Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va très bien dans cette dizaine, dans cette quinzaine, dans cette semaine. Je sais pas trop comment faut le dire, dans cette dizaine d'Indian Wells, on va le dire. Aujourd'hui, on va se focaliser sur le match d'Arthur Fils et sur sa semaine plus globalement. Et ce match face à Daniil Medvedev. Alors bouge pas, ça commence tout de suite. Hier, on avait un match à une heure décente, à une heure de grand public, on va dire ça comme ça, que tout le monde a pu regarder, en tout cas j'espère, parce que c'était un bon match de tennis, malgré les conditions pas évidentes pour les deux joueurs. Et c'est finalement Daniil Medvedev qui s'en est sorti, 7-6 au troisième set. Alors, je vais vous donner mon avis, on va essayer un petit peu de regarder les stats, de ce qui s'est passé, ce qu'il y avait de bien, d'un petit peu moins bien. Mais avant de commencer, quand même, je voudrais qu'on se penche sur ce génie de Daniil Medvedev. J'ai été un petit peu critique, par exemple, à l'égard d'Alexander Zverev la semaine passée. Et Daniil Medvedev, si on regarde que son tennis, si on se branche devant la télé et qu'on regarde seulement son tennis, effectivement, on peut ronfler. Effectivement, c'est pas le tennis le plus passionnant. S'il y avait que des Daniil Medvedev, oui, on se ferait peut-être un petit peu chier. Mais Daniil Medvedev, c'est autre chose. Daniil Medvedev, voilà, Daniil Medvedev, c'est ses célébrations iconiques, c'est celle d'en bas à gauche, le canard à Rome, c'est hier cette façon d'exploser de joie alors que c'est un simple match face à Arthur Fils et Indian Wells. On a le poisson mort en finale de l'US Open quand il remporte son premier grand chelem. Enfin, je veux dire, voilà ce que c'est Daniil Medvedev, c'est du show, c'est du Daniil Medvedev dans le texte, quand il écrit sur la caméra aussi et qu'il joue avec le public, quand il tend son oreille, quand il casse sa raquette, il jette sa raquette. Voilà, il nous offre autre chose que seulement son tennis. Après, son tennis, on aime ou on n'aime pas, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, c'est un vrai personnage. C'est quelqu'un qui laisse pas indifférent. Et avec les années, petit à petit, je trouve que vraiment il se fait aimer de plus en plus par le public, ce qui n'était pas forcément le cas, ce qui n'était pas forcément si évident au début de sa carrière. Et aujourd'hui, on a un vrai personnage. Moi, je vous cache pas que je suis assez fan. Franchement, je suis pas forcément fan de son tennis, même si tactiquement, c'est assez remarquable ce qu'il est capable de faire et de produire. D'ailleurs, même techniquement, même si c'est pas forcément très joli. Mais quand même, on a un personnage qui est quand même complètement délirant. Et moi, j'adore. Maintenant, on va se focaliser sur le match entre ces deux joueurs. C'était leur deuxième affrontement. Il s'était déjà joué à Vienne en 2023 et c'était déjà Daniil Medvedev qui s'était imposé. On va regarder les stats d'abord globales de ce match. On a donc stats globales de ce match. On a une stat déjà, moi, qui me marque. C'est les points au deuxième service de Daniil Medvedev qui sont de 25 sur 34, 74%. C'est une stat qui, entre guillemets, me pose problème du côté d'Arthur Fils et c'est un problème qui est assez récurrent chez le Français, c'est cette difficulté à optimiser sur les secondes balles adverses. Voilà, c'est pas normal que Daniil Medvedev ait un pourcentage bien plus élevé sur ses deuxièmes que sur ses premières et plus globalement qu'il ait un pourcentage de deuxième balle aussi élevé. On le voit, le pourcentage d'Arthur Fils qui est de 47%, qui est une moyenne, j'ai envie de dire, assez normale. Daniil Medvedev, lui, à 74%. Ça, déjà, c'est un énorme problème aussi. Ensuite, on regarde un petit peu ce qui se passe. On a les coups gagnants faute directe. On a un ratio qui, quand même, est beaucoup trop... il y a une trop grosse différence entre les deux. 26 coups gagnants pour Fils, 52 fautes directes. On voit qu'il a beaucoup tenté, il a beaucoup raté. On a eu un Daniil Medvedev aussi avec seulement 17 coups gagnants et 30 fautes directes. Mais maintenant, ce que j'ai envie de regarder, c'est un petit peu le scénario de ce match. Si on se penche sur le scénario, on a un premier set pour Medvedev, un deuxième set un petit peu à sens unique pour le Français et un troisième set où Arthur fera le break en premier pour mener 4-2 et puis ensuite finira par s'incliner au tie-break du troisième set. Et puis si on regarde les stats, c'est assez révélateur. Au premier set, on a un Daniil Medvedev assez convaincant, conquérant sur ses engagements. Pareil, un très haut pourcentage derrière sa première et derrière sa deuxième. Et on a un Arthur Fils qui en met un petit peu partout. 19 fautes directes pour seulement 6 coups gagnants. C'est beaucoup trop conséquent pour espérer quelque chose. Dans cette deuxième manche, c'est largement différent. On voit les pourcentages au service qui sont drastiquement plus faibles pour le Russe. 50% et 57% dans la deuxième. Mais toujours cette deuxième balle avec une meilleure réussite que sur sa première. C'est pas normal, encore une fois, pour le Français, mais on voit que ça y est, ça s'est inversé, ils ont le même nombre de coups gagnants, mais Arthur Fils a réussi à canaliser son jeu, a réussi à changer beaucoup de choses tactiquement, et on va y revenir après, et ça c'est un point que j'ai à souligner. J'ai été vraiment
très surpris par sa capacité à s'adapter tactiquement et à changer au fil du match sa façon de jouer. On l'a vu. Faute directe, il y en a eu beaucoup moins. Des points gagnés au filet, il est monté à bon escient. Voilà, 4 sur 5, 80%. Et puis derrière, on se retrouve dans un troisième set où Daniil Medvedev est à seulement 58% derrière sa première balle, mais 82% derrière sa deuxième. C'est pas normal pour moi, c'est là-dessus que le Français perd son match. Et puis surtout, on repart dans un Arthur Fils ultra offensif, ultra agressif. 16 coups gagnants certes, mais 26 fautes directes, 21 montées au filet. Voilà, c'est beaucoup. Pour moi, ça me pose aucun problème. Je trouve que 67% de points gagnés au filet, c'est énorme. J'en ai parlé aussi hier durant le match sur Twitter. Pour moi, on se doit contre Daniil Medvedev de monter beaucoup plus au filet, même dès son service, dès la première balle. Oui, on va prendre des retours gagnants. Daniil Medvedev l'a déjà abordé. Lui, il joue son retour de service comme un coup de fond de cours. C'est pour ça qu'il se met aussi loin. C'est pour ne pas avoir à jouer un retour de service, mais avoir à jouer un coup de fond de cours, un revers ou un coup droit. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Donc oui, lui, il a dans l'idée de tirer des passings, mais tirer des passings d'aussi loin, il est capable de le faire. Bien sûr, il est capable de trouver des angles exceptionnels, mais je pense qu'on se doit d'essayer de faire beaucoup plus de services volés face à un joueur qui relance d'aussi loin. Certes, Rafael Nadal, par exemple, relançait d'aussi loin, mais il était gaucher, il mettait beaucoup plus de poids dans la balle et sa balle tournait beaucoup plus. Donc la volée était beaucoup plus compliquée à contrôler. Là, on est sur un profil, certes, qui est capable de trouver des très bons angles, mais on est sur un profil qui joue quand même très rectiligne. Voilà, il est capable d'aller très vite vers l'avant, très clairement, comme sur cette balle de match où Arthur Fils se retrouve surpris après avoir fait le service volé. Mais Arthur Fils l'a dit, il s'est retrouvé un petit peu surpris après avoir fait ce service volé sur cette balle de match. Mais dans 99% du temps, cette volée, il doit la mettre dans le terrain. Et moi, je pense effectivement que monter au filet, que ce soit dans le jeu ou dès le service, c'est une très bonne chose face à Daniil Medvedev. Parfois ça passe, parfois ça casse. Oui, il faut des très bonnes qualités de main. Il faut être capable d'avoir une main, soit de faire des volets amortis, soit des volets dans le replacement. Il faut être capable forcément de comprendre un petit peu le jeu. Mais voilà, pour moi, c'était un très bon axe. Et malheureusement, ça n'a pas payé. Maintenant, si on se penche sur l'aspect plutôt tactique et l'évolution du Français, il faut voir que le Français, en fait, au fil du match, il a beaucoup plus slicé côté revers. En moyenne, sur son année, j'ai vu cette stat là sur Tennis Insight, il est à 20% de chop côté revers. Voilà. Hier, contre Daniil Medvedev, il a tourné autour de 35%. Il en a usé, il en a abusé, mais ça lui a permis un petit peu de contrôler un petit peu mieux aussi son échange, de tourner autour de son coup droit, de faire beaucoup plus de décalage. Et surtout, il le sait que dans cette diagonale revers, il est bien moins fort que Daniil Medvedev, qui est clairement peut-être son coup fort. En tout cas, il est capable de durer des heures. Ils ont même fait des très longs échanges. Il y a eu un échange de 45 frappes. Bref, il le sait que dans cette filière, il a peu de chances de remporter la partie, donc il a été ultra agressif. Mais il a surtout, il s'est acheté une patience. Il s'est acheté surtout un slice de revers où il a essayé de rapprocher Daniil Medvedev de sa ligne de fond de cours. Il a essayé d'enchaîner les slices un peu courts, un peu longs, un peu longue ligne, un peu croisés. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé ce changement, cette variation. Et puis après, on l'a vu au fil du match, se rapprocher du filet pour venir conclure bon nombre de fois avec des volées gagnantes, des smatchs. Voilà, moi c'est un match qui me plaît de la part d'Arthur Fils, même s'il y a défaite. Effectivement, on le dit quand ça ne se passe pas bien, comme son dernier match à Dubaï face au Portugais Nuno Borges, où c'était, j'ai trouvé une catastrophe, mais ça arrive. C'est aussi le charme de ce joueur, c'est aussi le charme d'Arthur Fils, qui est capable de monter très haut, qui est capable encore de jouer à des niveaux assez bas. C'est pour ça qu'il a un niveau moyen. Le classement, il ne faut pas oublier que c'est un niveau moyen sur les 12 derniers mois. Et Arthur Fils, mine de rien, quand il joue des joueurs très bien classés, il est capable, voilà, ça clique, il est capable de faire des très bons matchs, il est capable de répondre présent, que ce soit dans l'attitude, il est conquérant, il prend le public avec lui, c'est assez envoûtant, franchement, on a envie de le suivre. Voilà, on est de son côté, moi j'ai beaucoup aimé sa prestation, maintenant, effectivement, il y a des choses à revoir. Parfois, il y a un petit peu de précipitation. Mais aujourd'hui, il devient le numéro 1 français. Ça reste une très bonne semaine. Arthur Fils, avant de voir le classement, on regarde sa semaine. Voilà, il bat Gabriel Diallo 2-2. Diallo, contre qui il avait perdu, il me semble, à l'US Open. Il bat Lorenzo Musetti, contre qui il sauve une balle de match. Il bat Marco Giron dans un match ultra piège, dans un profil archi piégeux pour lui. Et puis derrière, il sort quand même un match, je trouve, assez référence, même s'il y a toujours cette faille au retour pour le Français qui me dérange. Et puis on le disait au classement, c'est son nouveau
meilleur classement. Il va passer 18e. Il devient numéro 1 français à seulement 20 ans. C'est très très bon. Clairement, on va regarder dans les joueurs de moins de... ici, on est ici. Voilà, dans ces joueurs-là, moins de 21 ans. Arthur Fils est le mieux classé et d'assez loin, mine de rien. Il faut quand même le souligner. Au-dessus de lui, on a seulement Holger Rune et Alcaraz, mais qui ont 1 an de plus. Donc franchement, c'est ultra encourageant. Voilà, je suis très content et je voulais en parler avec vous. Maintenant, forcément, un petit mot sur Daniil Medvedev qui lui aussi réalise une bonne semaine. Il y a eu un forfait avec Mikkelsen. Forcément, on est sur un tournoi qui lui plaît. Il reste sur 2 finales perdues face à Carlos Alcaraz. Il y avait quand même des questions, des interrogations sur cette surface qu'on pouvait penser plus rapide que les années précédentes. Apparemment, elle est toujours lente, peut-être même encore plus lente que les années précédentes. Daniil Medvedev s'en plaint, mais apparemment, ça fonctionne plutôt bien pour lui. 2-2 face à Bu. 6-4, 6-0 face à Tommy Paul, mais il faut quand même noter le scénario de ce match. Il mène 4-0 au premier set. Tommy Paul revient à 4 partout. Puis derrière, Daniil Medvedev lui en met 8 de suite face à Tommy Paul, que je trouve très bon depuis le début de la saison. Donc ça montre quand même quelque chose. Et puis là, très solide mentalement, même si tout n'est pas parfait. Même si je le trouve personnellement beaucoup trop passif. Encore très passif, trop passif pour moi. C'est mon avis. On va voir jusqu'où ça peut tenir. On va voir au petit bug de caméra. S'il n'y a pas un bug de caméra, un bug de lumière, un bug de son, c'est pas une vidéo de Val Tiebreak. Donc voilà, vous êtes habitués. Daniil Medvedev qui va jouer face à Holger Rune dans un match-up quand même, moi, qui m'intéresse énormément face à des joueurs qui peuvent être parfois un petit peu trop passifs. Holger Rune parfois peut être beaucoup trop passif ou parfois très agressif, ça dépend. Donc j'ai hâte de voir ce match-là. Mais Daniil Medvedev, encore une fois, répond présent à Indian Wells. Pas surpris. Malgré le changement de surface attendu, finalement il n'y en a pas. Donc en fait il est dans son jardin et on se dirige tout droit vers une 3e finale Alcaraz-Medvedev, à moins qu'il y ait une surprise. On verra ça, puisque oui, Jack Draper face à Carlos Alcaraz. Jack Draper, on ne prendra pas le temps aujourd'hui d'en parler, mais de toute façon on va en parler toute la saison, parce que si Jack Draper ne termine pas top 10 en fin de saison, c'est un scandale. Voilà, si Jack Draper ne finit pas top 10, c'est un scandale, parce qu'il faut noter quand même, on va très vite regarder les stats de Jack Draper face à Ben Shelton. Regardez ça, c'est quand même monstrueux. Elles sont là, les stats de fautes directes, coups gagnants. 20 coups gagnants, 9 fautes directes. Quand on sait que Jack Draper est capable de frapper si fort dans la balle et il est capable en même temps d'absorber en défense les balles adverses, aujourd'hui, voilà ce que ça nous donne. Ça nous donne un joueur déjà ultra complet. On espère que son physique va le laisser tranquille. On sait que Jack Draper face à Carlos Alcaraz, c'est un très bon match-up. Les deux joueurs s'étaient déjà affrontés avec une victoire de Jack Draper au Queens. Enfin, voilà, il est capable de le battre, même si ça fait 3-1 pour Carlos Alcaraz, qui effectivement l'a battu à l'Open d'Australie avant l'abandon du Britannique. Mais on est quand même sur un match-up qu'on est censé voir de nombreuses fois durant les prochaines années. On est sur 2 profils très intéressants, très agressifs, avec beaucoup de création. Donc, c'est un match qui va être extrêmement intéressant. Et de l'autre côté, on a quand même 2 joueurs aussi, je trouve, qui parfois peuvent se ressembler dans très attentistes, très loin derrière leur ligne, alors que Holger Rune est capable de prendre la balle très tôt. On va voir quelle option il choisit dans ce match-up, mais on a quand même 2 très belles demi-finales. Un petit mot sur Holger Rune, parce que Holger Rune, mine de rien, on n'en parle pas assez, parfois décrié. Forcément, on a une grosse attente autour d'Holger Rune depuis sa victoire en 2022 face à Bercy, mais ça y est, c'est loin. Aujourd'hui, c'est une nouvelle carrière, mais je voudrais souligner quand même une certaine régularité depuis un certain temps, puisque oui, sur les 4 derniers Master 1000, c'est au moins 3 demi-finales. Alors après, il faut regarder les circonstances, mais quand même, c'est factuel. Cincinnati, demi-finale. Shanghai, 8e de finale. Paris, demi-finale. Et Indian Wells, aujourd'hui, demi-finale. Donc, ça montre quand même qu'il y a des progrès, une certaine régularité. Lui qui a été capable de faire quart de finale, 2e tour, quart de finale, 3e tour, 8e. Là, ça y est, on s'installe sur quelque chose. On le sait que le dur, il peut être très bon. La terre battue, il peut être très bon aussi. Holger Rune peut être très bon sur toutes les surfaces, notamment aussi le gazon. Bref, c'est un joueur ultra complet et on l'attend à ce niveau-là. Évidemment, tous les joueurs ne peuvent pas faire demi-finale à tous les tournois, mais on attend quand même une certaine régularité de ce joueur. Et je voulais le noter. Bref, malgré le changement de surface, la surface bien plus lente, le tournoi sur une dizaine de jours, on a quand même des beaux matchs, on a quand même des bons matchs.
C'est pas évident de tous les regarder parce que ça joue la nuit aussi pour certains, donc c'est pas forcément évident, surtout si vous avez envie de voir Carlos Alcaraz. Aujourd'hui, on va pas parler de Carlos Alcaraz, on en parle suffisamment tout au long de la semaine, tout au long de l'année, mais évidemment, on va en reparler très bientôt, sûrement même dans la prochaine vidéo. Comme d'habitude, n'oublie pas de lâcher ton meilleur pouce, ça m'aide énormément. Franchement, la chaîne se développe à une vitesse, j'aurais jamais pu penser ça, donc je vous remercie énormément. Si c'est pas déjà fait, tu peux aussi t'abonner et nous, on se retrouve très bientôt.